Au moment où l'Iran et les États-Unis reprennent des négociations après près d'un mois de guerre, la question du programme nucléaire iranien revient sur la table. Et avec elle, la distinction entre nucléaire civil et nucléaire militaire. Alors bien qu'on ait tous évidemment une idée de la différence entre une centrale et une bombe, je ne suis pas sûre que ce soit très clair sur l'aspect scientifique et technique derrière tout ça. Et notamment la grande problématique de la dépendance d'une approche par rapport à l'autre. Est-ce qu'on peut vraiment faire un programme nucléaire civil en garantissant qu'il ne sera pas utilisé pour faire des armes de destruction massive ? On entend parler de centrifugeuses, d'uranium enrichi, de centrales à eau lourde. Je vous propose de démêler tout ça en quelques minutes dans mon nouveau format MC étale l'actu. MC étale l'actu, ou du moins les sciences derrière l'actu. C'est parti. Alors, première question importante, que ce soit pour les centrales ou les bombes, d'où vient l'énergie nucléaire ? Pour ça, on doit faire un tout petit peu de physique, mais je vous promets que ce sera aussi indolore que possible, car on va essayer de se limiter au strict minimum. Et n'hésitez pas à me dire si ça a bien marché pour vous en commentaire. Vous le savez, tous les matériaux qui nous entourent sont composés de molécules qui sont elles-mêmes composées d'atomes. On connaît tous par exemple l'oxygène, le carbone, l'hydrogène, le fer, etc. Chacun de ces atomes a un noyau. Et c'est bien lui qui est concerné par cette énergie nucléaire, parce que nucléaire, ça veut dire relatif au noyau. Si on zoome encore un petit peu, ce noyau est composé de particules qui sont de deux types. Il y a les protons et les neutrons. Elles ont toutes les deux leur importance pour ceux qui suivent, mais on va commencer par les protons. Ils sont importants parce que c'est leur nombre qui détermine de quel atome il s'agit. Si on a 8 protons dans le noyau, c'est par exemple un atome d'oxygène. 6 protons, c'est le carbone, et l'hydrogène, lui, n'en a qu'un seul. Là, on parle d'atomes courants qui n'ont pas beaucoup de protons. Mais dans les atomes connus, ça peut aller jusqu'à une centaine. Prenons au hasard l'uranium. Lui, il a 92 protons. Le problème, quand on veut faire des atomes, dans la nature, je veux dire, et le plus souvent dans les étoiles, c'est qu'il faut mettre tous ces protons ensemble, alors qu'en principe, ils se repoussent. Il faut donc fournir un énorme effort pour les faire tenir tous ensemble dans le tout petit espace que représente le noyau. Et là, heureusement, lorsqu'ils sont vraiment très proches, ils finissent par s'attirer et s'agglutiner pour former notre noyau. Cette attirance qui les tient en place est très très forte pour compenser la répulsion du départ. C'est ce qui fait que la matière qui nous entoure est stable, par exemple. Et avec une créativité immense, les physiciens ont appelé cette force d'attraction l'interaction forte. Voilà, c'est un peu simpliste, mais on a tous les ingrédients pour comprendre l'énergie nucléaire. Dans le nucléaire qu'on maîtrise à l'heure actuelle, à savoir la fission nucléaire, si on donne suffisamment d'énergie à un atome pour casser cette interaction forte, on libère l'énergie de répulsion entre les protons dont je vous parlais au début. On peut ensuite réutiliser cette énergie pour casser d'autres noyaux et déclencher une réaction en chaîne de fission nucléaire qui libère de plus en plus d'énergie. C'est ce qui se passe dans le réacteur d'une centrale, où tout est fait pour garder cette réaction en chaîne sous contrôle et en extraire l'énergie pour réchauffer de l'eau et faire tourner des turbines. A l'inverse, si la réaction en chaîne s'emballe de manière incontrôlée, c'est là qu'on a une bombe qui explose en libérant une énergie nucléaire massive. Ça, c'est dans les grandes lignes, parce qu'en réalité, il y a plusieurs types de réactions possibles qui impliquent différents atomes et qui peuvent être amorcés de manière différente. Mais on l'a bien compris, en écoutant les infos, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'uranium. Alors, pourquoi l'uranium en particulier ? Tout simplement parce que son noyau est dit naturellement fissible. C'est-à-dire que si on lui apporte de l'énergie sous la forme d'un neutron, donc le deuxième type de particule qui constitue le noyau, avec le proton et dont on n'a pas encore parlé mais sur lequel je vais revenir très vite, si on envoie un de ces neutrons sur un noyau d'uranium, il est susceptible de se scinder en 2 nouveaux noyaux en relâchant une partie de son énergie nucléaire. Et en plus de ça, de nouveaux neutrons vont aussi s'échapper du noyau et ils peuvent à leur tour aller scinder d'autres noyaux d'uranium. Bref, c'est la réaction en chaîne dont on vient tout juste de parler.
Elle est donc susceptible de marcher avec l'uranium. Et je dis bien susceptible, parce qu'en vrai, on se doute que ce type de réaction n'est pas hyper fréquente non plus, parce que sinon tout serait en train d'exploser en permanence et donc on sait que c'est pas le cas. Il y a quelques atomes qu'on appelle lourds parce qu'ils ont de gros noyaux, qui sont naturellement fissibles, comme l'uranium et le plutonium. Des noms familiers, non ? Mais toute la complexité, et c'est là qu'on va arriver à l'idée d'enrichissement, c'est que l'uranium et le plutonium sont bien fissibles, mais pas sous toutes leurs formes. Pour parler de ces différentes formes, c'est là qu'on doit aborder les neutrons, ce deuxième type de particules dans le noyau en plus des protons. Donc on l'a dit, le nombre de protons fixe le type d'atome. 6 pour le carbone par exemple. Le nombre de neutrons, lui, il est plus flexible. Par exemple, vous avez sûrement entendu parler de la datation au carbone 14 en archéologie. Et quand on dit carbone 14, c'est qu'au total, le carbone en question a bien 6 protons, comme tout atome de carbone, et en plus de ça, il a 8 neutrons. Et le 14, c'est la somme des deux, 8 plus 6. Mais en réalité, le carbone qu'on rencontre le plus souvent dans la nature, c'est du carbone 12, qui lui a 6 protons et 6 neutrons, 12. Le carbone 14, lui, il est produit dans l'atmosphère et il est présent dans tous les organismes vivants. Mais il n'est pas stable, c'est-à-dire que si l'organisme meurt et arrête d'en récupérer depuis l'atmosphère, la proportion de carbone 14 va diminuer au fil du temps par rapport à la quantité de carbone 12. Et c'est grâce à ça que les archéologues peuvent savoir que s'il y a encore beaucoup de carbone 14 dans des ossements qu'ils viennent de trouver par exemple, ces ossements vont être récents, la personne ou l'animal n'est pas morte il y a très longtemps, alors que si le carbone 14 a quasiment disparu, c'est qu'il aura eu beaucoup de temps pour se dégrader. Niveau vocabulaire, pour distinguer ces deux carbones qui sont le même atome mais quand même différents, on parle d'isotope. Voilà, ça c'est déjà plus créatif. Mais bon, revenons à l'uranium. Lui aussi, il a des isotopes. Le plus abondant, c'est l'uranium-238 et il se trouve qu'il n'est pas très enclin à se scinder en deux quand on lui balance un neutron pour faire cette réaction de fission dont on vient tout juste de parler et qui est quand même ce qui nous intéressait à la base. En revanche, son pote, l'isotope uranium-235, lui, il est plutôt partant. C'est lui qui est naturellement fissible, comme on disait tout à l'heure, et qui va libérer facilement, entre guillemets facilement, son énergie nucléaire. Mais lui, il n'est pas très abondant dans la nature. Pour vous donner une idée, c'est moins de 1% de tout l'uranium présent sur Terre, et c'est donc là qu'intervient ce terme d'enrichissement. Tout l'enjeu du développement des programmes nucléaires va être de faire en sorte d'obtenir un mélange où il y a suffisamment d'uranium-235 par rapport à l'autre isotope pour déclencher la réaction de fission nucléaire en chaîne. Et c'est là que le nucléaire civil et le nucléaire militaire commencent à se différencier. Pour le nucléaire civil, et donc avoir une réaction contrôlée dans la centrale, il faut entre 3% et 5% d'uranium-235, sachant qu'on part de gisements à l'état naturel qui ont entre 0,1% et qui peuvent aller jusqu'à 10% d'uranium-235. Donc il y a souvent un effort d'enrichissement à faire, mais c'est entre guillemets facile. Et surtout si on compare au nucléaire militaire qui nécessite un mélange d'uranium avec 90% d'uranium-235. Cet enrichissement, il se fait pour l'instant en centrifugeant l'uranium, ce qui permet de séparer les deux formes et de récupérer l'uranium-235 pour augmenter successivement, après plusieurs centrifugations, sa concentration. Et c'est donc pour ça que les précédentes négociations entre l'Iran et les États-Unis avaient notamment fixé un nombre maximal de centrifuges dans tout le pays et un taux d'enrichissement limité à 3,67%. C'est précis, mais du coup, c'est pour garantir qu'on se trouve bien entre ces 3 et 5% d'enrichissement qui correspondent au nucléaire civil et qu'on est loin du 90% d'uranium-235. Je vous recommande d'ailleurs une superbe série sur les coulisses de ces négociations. Alors c'est un peu romancé, mais la substance est quand même là. C'est des négociations qui avaient eu lieu en 2015 en Suisse. La série s'appelle The Deal et elle est en libre accès sur Arte au moment où j'enregistre cet épisode et je vous mettrai le lien en description.
Un accord à la suite de ces négociations avait été signé à Vienne cette année-là, donc en 2015, et Donald Trump en avait retiré les États-Unis 3 ans plus tard, en 2018. Pour protester contre ça, entre guillemets, l'Iran s'était mis à enrichir de l'uranium jusqu'à 60%, bien plus que ce qui est nécessaire pour le programme civil, mais encore loin des 90% du militaire. Cela dit, c'était suffisamment proche pour inquiéter notamment l'Agence internationale du nucléaire. Mais bon, revenons à 2015, deal ou pas deal, il y avait quand même une faille. Même avec un programme civil, et donc avec de l'uranium faiblement enrichi, on peut produire un combustible servant à fabriquer une bombe atomique. Il s'agit du plutonium qui provient de l'uranium-238, car oui, même si c'est pas lui qui nous intéresse pour la fission, il est quand même là. Et dans le nucléaire civil, c'est même la majorité de l'uranium présent, donc au moins 95%. Et lorsqu'il se retrouve bombardé de neutrons dans le réacteur, au lieu de faire cette réaction de fission et de se scinder en deux, il va subir une série de transformations qui aboutissent notamment à la production de plutonium-239. Et pourquoi c'est remarquable ? Parce que ce plutonium-239, lui, est naturellement fissible. Bon, alors après, c'est comme précédemment avec l'uranium-235, il faut que le plutonium-239 soit en proportion suffisante pour alimenter une réaction en chaîne. Mais 2 choses sont importantes. Premièrement, avec le plutonium-239, on a besoin de plus petites quantités qu'avec l'uranium-235 pour commencer cette réaction en chaîne. Et il existe aussi des modèles de réacteurs civils qui peuvent être destinés, tout en produisant de l'électricité, à faire en sorte de produire du plutonium-239 enrichi dans des proportions militaires. C'était le cas en France, par exemple, jusqu'aux années 90. Et donc pour revenir à la raison qui m'a motivée à faire cet épisode à la base, qui est notamment d'avoir les clés pour comprendre la situation en Iran, je vais quand même essayer de vous faire un tout petit point sur la situation et du moins ce que j'en ai compris. L'Iran a un programme de nucléaire civil qui a notamment été lancé à l'époque du Shah d'Iran dans les années 50 en collaboration avec les pays occidentaux. Avant la révolution de 1979, la France avait même un accord pour vendre à l'Iran des centrales nucléaires et de l'uranium enrichi. Un programme qui s'est ensuite arrêté. Et à l'heure actuelle, l'Iran a une centrale nucléaire sur le site de Bushehr. Je ne suis pas du tout sûre de prononcer ça correctement, mais cette centrale a été construite au début avec l'entreprise allemande Siemens pour ensuite être terminée avec le soutien de la Russie et une seconde centrale est en construction. Le site de la première centrale qui est en activité a été bombardé ce week-end. Ce type de bombardement sur une centrale en action est fortement dénoncé par l'Agence internationale de l'énergie atomique car c'est très dangereux, ça pourrait déclencher un accident nucléaire avec des conséquences comme celles qu'on a vues pour Tchernobyl ou Fukushima. Autre point de tension, vous avez peut-être entendu parler du site d'Arak. C'est un réacteur à eau lourde et en fait c'est un de ces sites qui permet de produire du plutonium dont on a parlé juste avant. Alors j'ai trouvé pas mal d'informations contradictoires et c'est difficile de faire la part des choses, mais le plutonium qui en ressort ne serait pas suffisamment enrichi pour en faire une bombe et il serait à l'heure actuelle utilisé pour des fins médicaux, donc la médecine nucléaire, du moins c'est ce que dit l'Iran. Et l'enrichissement pour en faire un combustible militaire serait difficile à faire en cachette, mais il se trouve que c'est quand même un point de tension dans le conflit et dans les négociations. Bon, je pense que je vais m'arrêter là et vous laisser vous renseigner par vous-même pour la suite, d'autant que la situation évolue très rapidement. Mais j'espère que toutes ces explications qui sont certes un petit peu techniques vous permettront de mieux suivre et de mieux comprendre les points de tension et tout simplement de comprendre de quoi on parle quand on parle de nucléaire. Clairement, de mon côté, faire cet épisode m'a un peu aidé à démêler tout ça et je vous mets les références qui m'ont aidé à l'écrire en description. Je sais, je le ressens moi aussi, c'est vraiment difficile de ne pas céder au pessimisme dans un contexte si tendu. Alors prenez soin de vous et je vous dis à très vite sur MC Étale sa science. Je suis MC Marie-Cécilia, journaliste, scientifique et navigatrice. Merci d'avoir suivi mon podcast et à bientôt j'espère. Tire-bouchon production.